Chers collègues, prenez place. Nous allons débuter ce conseil communautaire. Je vais demander à notre collègue Lionel Lacombe de faire l'appel nominal s'il veut bien. Merci Lionel. Merci, Monsieur le Président. Donc, Frédéric Delmarès. Voilà. Jonathan Priolo. Jean-Jacques Chapelet. Olivier Dupuis. Thierry Auroy-Pétou. Daniel Rabat. Alain Castin. Serge Pradier. Pascal Delteil. Christophe Gauthier. Roland Frey donne pouvoir à Michel Delfieux. Cyril Goubi donne pouvoir à Olivier Dupuis. Fatia Bancal. Christian Bordenave. Marc Léturgie donne pouvoir à Joël Kerdran. Jean-Pierre Cazes. Jean-Louis Dessalle donne pouvoir à Emmanuel Guichard. Sébastien Bourdin, représenté par Madame Lecoq. Pascal Yabast. René Vincentini. Arnaud Delair. Jean-François Jante donne pouvoir à Pascal Delteil. Jean-Claude Portolan. Jean-Michel Dreuil donne pouvoir à Daniel Rabat. Michel Dorange. Michael Destombe. Pascal Prévost. Julie Tégérizo. Fabien Ruet. Laurence Rouen donne pouvoir à Jonathan Priolo. Jean-Claude Bonamy. Michel Thérault. Maryse Roche. Francis Blondin. Catherine Laroche. Jean-Pierre Faure. Josie Bail. Christophe David Bordier. Joël Kerdraon. Patrick Vergnol. Didier Gouze. Michel Delfieux. Didier Capuron. Christine François. Éric Prolat. Philippe Puy-Poncher. Florence Malga donne pouvoir à Michael Destombe. Luc Mam. Mamès, pardon. Jacqueline Simonet. Marie-Lise Potron donne pouvoir à Christian Bordenave. Marjorie Molleton. Marie-Claude Andrieux. Lionel Frey donne pouvoir à Julie Tégérizo. Marie-Hélène Scotti. Georges Bassy. Stéphane Fradin. Adib Benfedoul. Anthony Castin. Gérald Trapi. Marion Serra-Ogbaudin. Céline Braco. Absente excusée. Emmanuel Guichard. Cédric Lougras donne pouvoir à Frédéric Delmarès. Hélène Lenman donne pouvoir à Christine François jusqu'à son arrivée. Joaquina Wenberg donne pouvoir à Joël Issus. Paul Fauvel. Corinne Gondono. Stéphane Lebert. Alain Banquet. Catherine Arnouille. Joël Issus et Lionel Lacombe. Merci Lionel. Je dois vous faire approuver le procès-verbal de la séance du 15 mai. Il y a des remarques. Personne n'a pas de remarques. Tout le monde est d'accord. OK. L'ordre du jour de la séance, vous le connaissez. Donc avec une information, on vous propose une information sur la SEM Cyrano, puisqu'on se propose de changer de
formule véhicule juridique pour le dossier, mais il s'agira d'une information. On fera ça en fin de séance. Si ça ne pose pas de problème, ça ne suppose pas de vote. Donc, il n'y a pas de sujet particulier. Le mois de juillet a été un mois un peu particulier puisqu'on a perdu 2 de nos collègues, un exercice et un qui était à la retraite. Donc, je vais vous demander évidemment que nous prenions une minute de silence pour chacun. Donc, on va commencer par se lever, si vous voulez bien, et prendre une minute de silence pour notre collègue Francis Papatanasios. Merci. Je vais vous demander de vous relever à nouveau pour l'ancien maire de Mespoul, notre collègue Roger Lapouche, qui avait fait 3 mandats en tant que maire. Merci. Je vous remercie. Je veux adresser aussi nos plus vives félicitations à notre collègue Lionel Lacombe, qui a été élu maire du Flé. Bien, félicitations, Lionel. Voilà, et puis écoutez, je vous propose de débuter cette séance du Conseil communautaire du 3 juillet. Et les principaux dossiers qu'on va étudier en introduction sont des dossiers financiers. Évidemment, c'est Jean-Jacques qui nous présente ces dossiers. Oui, merci, Président, de me passer la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Comme à l'accoutumée, j'ai l'honneur de démarrer ce conseil communautaire. Et le premier point concerne donc le budget principal et ça sera la décision modificative numéro 3. Donc ces écritures ont principalement pour objet, en recette de fonctionnement, d'intégrer une aide de la région Aquitaine pour l'espace jeune d'un montant de 4 000 € et en dépenses de fonctionnement, on augmente ces crédits sur le service espace jeune de la même somme, 4 000 €. Et vous l'avez en haut dans le tableau sur le fonctionnement, la bascule de ces 4 000 € en recettes et en dépenses. Sur l'investissement, il s'agit de corriger les écritures passées en 2022 pour le retour des subventions liées aux maisons de santé pluridisciplinaires de Creys et de Sigoulès et Flojac pour un montant de 333 064,44 €. Et en dépenses d'investissement, on fait la bascule de cette écriture, toujours concernant les subventions des MSP, pour 333 064,44 €. De plus, en investissement, on inscrit une somme de 12 000 € pour l'acquisition d'une œuvre et l'équilibre de cette section d'investissement est obtenu par une diminution sur le chapitre des dépenses imprévues de la même hauteur de l'acquisition de l'œuvre, c'est-à-dire 12 000 €. Et vous retrouvez dans le tableau que vous avez juste au-dessus la bascule des 333 064,44 € et les 12 000 € sur les dépenses imprévues à moins et au 21,61, les 12 000 € inclus. Voilà, Président, les membres du Conseil communautaire sont invités à approuver cette DM que je viens de vous présenter.
Pas de questions? Clair pour tout le monde? Personne n'est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. On poursuit Jean-Jacques avec... Le point suivant concerne le budget annexe des zones d'activité économique des Sardines, et c'est la DM numéro 2. Ces écritures ont pour objet d'ouvrir les crédits nécessaires à l'acquisition de 2 terrains qui font respectivement 55 770 m² et 30 587 m², c'est-à-dire presque 9 hectares, permettant aussi d'augmenter l'emprise foncière de cette zone. Ces acquisitions sont financées intégralement par le recours à l'emprunt, et vous l'avez dans le tableau au-dessus, par le truchement de 880 000 € d'emprunt. On remonte ces terrains dans le budget annexe des Sardines. Donc là encore, nous sommes amenés à approuver cette DM numéro 2 sur ce budget annexe. Vous allez le constater sur plusieurs dossiers. L'élément marquant de ce conseil communautaire, c'est l'effort extrêmement marqué, sensible sur nos acquisitions foncières dans le domaine économique. Je vous rappelle que la compétence développement économique est une compétence majeure de la communauté d'agglomération. Il est de notre responsabilité et notre devoir de figer, de sanctuariser ces zones d'activité économique de manière à créer une attractivité pour les entreprises sur notre territoire. Nous étions il y a quelques mois avec nos collègues du Libournais, avec qui nous travaillons assez régulièrement, qui nous faisaient part de leurs difficultés, voire de la raréfaction du foncier à caractère économique. Et du coup, c'est un élément important d'interface entre les territoires, puisque évidemment, les entreprises qui ne pourraient pas s'installer sur le Libournais pourraient demain le faire sur le Bergeracois, à la mesure où le foncier serait préparé à cet effet et que l'on puisse créer des conditions très particulières pour les accueillir. L'économie, c'est l'emploi, c'est aussi des recettes fiscales, c'est aussi le dynamisme d'un territoire. Et donc, du coup, c'est important pour nous de préparer notre territoire à ces situations d'avenir, puisque vous le verrez sur les Sardines, mais aussi sur la zone de Saint-Lizier, ou encore sur d'autres zones où on aura des défis à relever qui sont plus du caractère archéologique, puisqu'on a déjà le foncier, mais le foncier est un petit peu entaché de ces contraintes archéologiques. Je pense à la zone des Galinoux, je pense aussi à la zone de Saint-Lizier, mais plus sur le sud, puisqu'il y a encore des terrains proches de la rivière qui sont frappés de contraintes archéologiques, et il conviendra de les préparer pour le développement économique de notre territoire. À l'heure où, je pense que ce n'est pas le président du SCOT qui me démentira, à l'heure où on parle beaucoup du ZAN et de la raréfaction de ce foncier, qu'il soit pour l'habitat ou pour l'économie, c'est important pour nous de nous positionner très clairement pour afficher, préparer, de manière à protéger ces espaces demain dans le cadre des documents d'urbanisme futur. Je vois notre vice-président à l'urbanisme qui sourit, je pense qu'il est d'accord avec moi, je l'espère en tout cas, et il sera important de bien créer les conditions pour ne pas fragiliser ces terrains. Oui, tu regardes, Pascal. Voilà, donc je m'excuse de m'être un peu attardé sur le sujet, mais je crois que ça le mérite. C'est des surfaces importantes, avec des montants importants, mais vous savez qu'on stocke ça sur ces budgets annexes et que quand on les revend, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui pèsera à terme sur les finances de la collectivité. Ne soyons pas trop inquiets, mais c'est plutôt un élément qui nous engage vers un certain optimisme pour espérer faire venir des entreprises sur notre territoire demain. Voilà, est-ce que vous avez des remarques par rapport à ces acquisitions ? Juste, Fred, pour préciser, pour ceux qui connaissent, quand vous allez vers Proflora, vous passez le petit ruisseau, c'est les terrains à droite, là, qui vont jusqu'à la rocade, à toucher le marchand de carreaux, là-bas, contre la rocade. Voilà où c'est les emplacements de ces presque 8 hectares et demi. Merci, Jean-Jacques. Est-ce que quelqu'un est contre ? S'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On passe à Saint-Lizier, justement.
Donc, le point numéro 3 concerne ce budget annexe de zone d'activité économique de Saint-Lizier qu'on avait ouvert au dernier conseil communautaire. Donc, c'est le budget primitif, puisque maintenant, il faut mettre des montants sur les lignes. Donc, par délibération du 15 mai 2023, donc, le conseil communautaire a acté l'acquisition de terrains au département de la Dordogne ainsi que la création d'un nouveau budget annexe afin de porter ces acquisitions, l'aménagement ainsi que la commercialisation de ces terrains. Afin de pouvoir mettre en œuvre les opérations d'acquisition et d'aménagement de terrains destinées à être vendus aux entreprises sur cette zone, il est donc nécessaire de voter le budget primitif 2023 de ce même budget annexe. Pour 2023, donc prévu 615 000 € pour l'acquisition des terrains, 30 000 € d'études, 50 000 € de travaux et 15 000 € de frais divers seraient ouverts sur ce budget annexe, ce qui nous fait un montant total de 710 000 €. La vente d'un premier lot de 6 000 m² au prix de 30 € est également envisagée, ce qui nous ferait une recette de 180 000 €. Donc, ce qui nous donne pour la communauté disposera sur cette zone de 36 009 m² total, commercialisable 36 009 m², surface disponible si on enlève les 6 000 m² en projet de vente, il nous restera à commercialiser 30 009 m². La section de fonctionnement excédentaire est équilibrée par l'inscription de 31 380 € en dotation aux provisions pour risques et charges. Cette somme, on la retrouvera à l'identique en recette de la section d'investissement. Et l'équilibre de la section d'investissement est obtenu par le recours à un emprunt à hauteur de 535 000 €. C'est le différentiel de 710 000 € moins 180 000 € de recettes. Voilà, vous avez la maquette de ce budget qui était joint en annexe à la convocation de ce conseil communautaire. Voilà, Président, ce que je peux dire. Donc, nous sommes invités à valider ce premier budget de cette zone d'activité économique du Saint-Lizier. Merci Jean-Jacques. J'ai Christophe qui vient me voir, c'est la deuxième fois, parce que j'ai oublié de vous dire qu'il fallait désigner une secrétaire de séance. On vous proposait Marjorie Molton comme secrétaire, mais pour des raisons administratives, il faut absolument que ça soit officialisé. Donc, excusez-moi, Marjorie, merci. Pour revenir au point numéro 3, on pourrait s'interroger sur cette acquisition, puisqu'en fait, le département est propriétaire, les terrains sont déjà viabilisés. En fait, la raison, elle est simple. Ce sont de grandes parcelles qui sont aujourd'hui figées, puisque le département n'a plus la compétence économique. Et donc, au gré des discussions avec les acteurs économiques qui sont intéressés, on n'a pas la possibilité de diviser ces parcelles, puisque le département, n'ayant plus cette compétence, ne peut plus être acteur de ces divisions. On se retrouve toujours coincé par rapport à l'aménagement nécessaire pour faciliter ces transactions. Donc, c'est la raison pour laquelle on se propose, puisque nous avons la compétence économique, de le faire à leur place. C'était d'ailleurs une recommandation de la Cour régionale des comptes et du préfet à l'issue justement de la loi NOTRe et de ce transfert de compétences. Donc aujourd'hui, c'est juste un élément de facilitation pour les clients, hein, pour pouvoir diviser les lots, réaliser les travaux qui correspondent à ces aménagements. J'espère avoir répondu à vos questions. Y en a-t-il d'autres? Pas de questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. On va parler des admissions en non-valeur. Je continue sur les admissions en non-valeur, tout à fait, Président. Concernant donc le premier, c'est le budget annexe assainissement. Donc le receveur municipal, donc fin d'année 2022, nous a demandé d'admettre en non-valeur des recettes sur le budget annexe assainissement pour 302,73 € après avoir effectué des poursuites qui se sont révélées au bout du compte infructueuses. Ces sommes correspondent à des impayés sur 2020 et 2021 et ça concerne 9 titres de recettes. Voilà, Président, nous sommes invités à nous prononcer sur cette admission en non-valeur. Un sujet classique. Hein. Donc, quand on a pu épuiser toutes les possibilités de recours, on vient présenter cette délibération. Pas de questions. Personne n'est contre. Il s'abstient. Merci beaucoup. On poursuit avec Oui, le point suivant, toujours dans la même lignée des admissions en non-valeur. Cette fois-ci, ça concerne le budget annexe du SPANC. Toujours pareil, le receveur municipal nous demande
d'admettre en non-valeur des recettes de ce budget annexe SPANC pour un montant de 492,36 euros, là encore, après avoir effectué les poursuites qui se doivent et qui, in fine, se sont avérées infructueuses. Ces sommes correspondent à des impayés sur des contrôles d'assainissement non collectifs entre 2015 et 2022, et ça concerne 7 titres de recettes. Voilà, Président, nous sommes amenés à valider ce principe d'admission en non-valeur. De la même manière, pas de questions, j'imagine. Personne n'est contre, s'abstient, adopté. Merci. On passe au point numéro 6. C'est notre collègue Georges Bassy qui va nous présenter ce dossier. Merci, Georges. En tant que vice-président de la CLECT. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Excusez-moi, je n'avais pas le bon dossier devant les yeux. Donc, modification du procès-verbal de mise à disposition de biens immobiliers entre les communes de Creil, Sigoulès et Flaujac et la communauté d'agglomération. Donc, suite à la délibération du 29 octobre 2018, la communauté d'agglomération bergeracoise s'est dotée de la compétence construction, aménagement, entretien des maisons de santé pluridisciplinaires. Et donc, considérant que le transfert de cette compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire des biens immeubles utilisés à la date de ce transfert pour l'exercice de cette compétence. Que le rapport de la commission locale a adopté dans le cadre de ces nouveaux transferts de compétences a transféré, adopté donc la compétence le 30 novembre 2021, que l'article renvoyant aux articles L que je vous passe et suivants du Code général des collectivités territoriales, la mise à disposition constitue le régime de droit commun applicable au transfert des biens et équipements dans le cadre de l'intercommunalité, établissement public de coopération intercommunale, est substitué de plein droit à la date du transfert des compétences à la collectivité et au groupement antérieur compétence, c'est-à-dire que la communauté d'agglomération donc se substitue à la commune. Par délibération du 4 juillet 2022, le Conseil communautaire a validé les procès-verbaux de mise à disposition des biens entre la CAB et les communes de Creis, ainsi que Sigoulès et Flaujac. Le procès-verbal intégrait également une reprise des résultats provisoires de ces deux opérations par le versement de 277 967,67 euros à la commune de Creis et 55 096,67 à la commune de Sigoulès et Flaujac, par les mouvements des comptes au 1068. Ces écritures donc avaient pour objectif de rendre aux communes la quote-part des subventions d'investissement perçues par la CAB au prorata des travaux réalisés payés par chacune des collectivités. Or, si cette possibilité de reprise est bien autorisée pour le service public industriel et commercial, il ne l'est pas pour les services publics administratifs auxquels se réfère l'exploitation des deux maisons de santé pluridisciplinaires. Après concertation avec les services de la trésorerie de Bergerac et la direction départementale des finances, il a été convenu d'annuler les écritures passées au 1068 pour les réémettre au 204 412 en subvention d'investissement. Il convient donc de modifier l'article 3.3 de chaque procès-verbal afin de corriger le compte utilisé pour le retour des subventions et de prévoir le budget des crédits nécessaires pour annuler les écritures passées en 2022 et passées sur 2023, les écritures actées avec la DDFiP. Il est donc demandé au Conseil communautaire d'approuver les modifications de ces procès-verbaux de mise à disposition des biens immobiliers et mobiliers des communes de Creil, Sigoulès et Flaujac au titre de la compétence maison de santé pluridisciplinaire, ainsi que de transférer à la communauté, et transférer de fait à la communauté d'agglomération bergeracoise. Inscrire au budget les crédits nécessaires à la réalisation de ces écritures et d'autoriser le président à signer les avenants des procès-verbaux et passer les écritures comptables correspondantes. Voilà, sujet concernant la CLECT, assez standard dans le transfert, mais je dois avouer que je ne savais pas que j'intervenais ce soir. Tu t'en es bien sorti, ça, j'ai pas de souci. Parce que
Je suis venu avec un document sur lequel le point 6 n'y est pas. Il n'y a pas le 5 et le 6, du coup, voilà, je me suis fait piéger. Bon. Est-ce que ça a été clair pour toutes et tous? Oui, je Pour crois. ce transfert de maisons de santé sur la commune de Creil, et Sigoulès et Fleujac. Sinon, je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Je crois, Georges, je crois que ça fait que 3 fois qu'on change de processus administratif pour faire la même chose, puisqu'à chaque fois, c'est un processus qui est validé par la trésorerie, puis qui est remis en question par la trésorerie, qui est revalidé par la trésorerie. Voilà. J'espère que c'est le dernier épisode. En fait, ça fait déjà 3 fois qu'on fait le mécanisme. Donc, je pense que tout le monde avait compris. Il ne s'agit pas de reverser à nouveau, c'est bien une correction par rapport aux situations antérieures. Des questions par rapport à ça? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci, Georges. On va parler du personnel communautaire et modification du tableau des effectifs. Pascal. Oui, Président. Donc, il s'agit du tableau des effectifs de la communauté d'agglomération qui doit être modifié à compter du 1er août 2023 pour tenir compte des mouvements du personnel et des avancements de grade, des promotions internes et des nominations suite aux concours et examens professionnels. Les principales modifications sont les suivantes. Le départ par voie de mutation d'un technicien principal de première classe à temps complet au service urbanisme, le départ par voie de détachement d'un éducateur des APS principales de deuxième classe à temps complet à l'Aqualude, et la création d'un poste d'animateur territorial à temps complet pour assurer les fonctions de chargé de mission développement économique, et la création des postes faisant suite aux avancements de grade, de promotion interne et nomination suite aux concours et examens professionnels. Les suppressions de postes interviendront en même temps que les nominations des agents. Le tableau des effectifs donc, que vous avez en annexe, et les membres donc, du conseil communautaire sont invités à approuver le tableau des effectifs tel que présenté en annexe à compter du 1er août 2023. Merci Pascal. Y a-t-il des questions? Donc on est dans le processus de remplacement des agents qui changent de collectivité pour leur évolution de carrière principalement. C'est le cas de Laurent Fauvert notamment. Donc la création des postes pour accueillir de nouveaux agents, puisque vous savez qu'à partir du mois de septembre, il y aura un certain nombre d'agents qui vont rejoindre notre collectivité, mais on y reviendra un petit peu plus tard dans le détail. Des questions? Quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Toujours sur le personnel communautaire, Pascal. Oui, donc il s'agit du recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent de responsable du service du domaine public. Donc les besoins de la collectivité ont nécessité la création par délibération du 15 mai 2023 d'un emploi permanent de responsable du service domaine public à temps complet sur un grade du cadre d'emploi des ingénieurs relevant de la catégorie hiérarchique A. La procédure de recrutement d'un titulaire ayant été infructueuse à l'issue de l'audition des candidats et compte tenu de la nature très spécialisée des missions incombant à ce poste, il est proposé l'établissement d'un contrat à durée déterminée d'une durée de 3 ans renouvelable par reconduction express. La durée des contrats successifs ne peut excéder au total de 6 années. À l'issue de la période maximale de 6 années, le contrat ne peut être reconduit que par une décision express et pour une durée indéterminée en application de l'article L332-9 du Code général de la fonction publique. La rémunération ainsi que le régime indemnitaire seront calculés selon l'expérience et les diplômes du candidat par rapport au cadre d'emploi des ingénieurs de la catégorie A. Les crédits correspondants sont inscrits au budget. Donc, les membres du conseil communautaire sont invités à autoriser le président à procéder à ce recrutement. Merci Pascal. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Vous dire simplement que vous le savez, mais je le redis à nouveau pour l'information et la transparence pour tout le monde. Je ne participe pas au vote concernant les questions de personnel pour des raisons personnelles, justement, sur ces votes. On va passer au point numéro 9, contrat de mixité sociale avec Bergerac. Katia.
Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Excusez-moi. Pas vu de remarque. Voté à l'unanimité. Merci, monsieur le maire. La parole, Fatia. Merci, Président. J'attire votre attention au niveau en ce qui concerne ce projet de délibération. Il y a 2 chiffres qui sont à corriger. Le premier, c'est afin d'atteindre l'objectif final de 20%, il faut créer 318 logements sociaux. Et dans l'avant-dernier paragraphe, c'est une production de 159 logements sociaux sur la période triennale 2023-2025. Donc, ceci pour coller au contrat de mixité sociale. Donc, mesdames, messieurs, ce projet de délibération a pour objet la validation du contrat de mixité sociale de la ville de Bergerac pour la période triennale 2023-2025. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, décentralisation et déconcentration, dite loi 3DS, est venue adapter l'article 55 de la loi SRU afin de permettre de rattraper, dans un contexte soutenable, le déficit de logements sociaux des communes dites carencées. En référence à l'article L. 302-8 du Code de la construction et de l'habitation, le taux de rattrapage retenu pour Bergerac correspond à 50% des logements sociaux manquants, donc une production de 159 logements entre 2023 et 2025, afin d'atteindre un objectif final de 20%. C'est ainsi qu'au 1er janvier 2022, la ville de Bergerac présentait les différents éléments. 2561 au total logements sociaux pour 14 899 résidences principales, soit 17% de logements sociaux. À savoir que la ville-centre concentre 77% de l'offre locative sociale de l'agglomération. C'est dans le cadre de cette politique volontariste que la commune de Bergerac, la CAB et l'État s'engagent dans un document contractuel dit contrat de mixité sociale à mettre en œuvre des moyens financiers, des moyens fonciers dans un cadre réglementaire. Pour un objectif commun, à savoir celui de résorber le déficit de logements sociaux de la commune de Bergerac. Mesdames, Messieurs les élus, vous êtes donc invités à valider le contenu du contrat de mixité sociale de la commune de Bergerac et autoriser Monsieur le Président à signer les documents s'y rapportant. Merci, Monsieur le Président. Merci, Fatia. C'est un sujet éminemment sensible, puisque c'est vrai qu'on court après les ratios qui sont imposés par la loi, et le rythme de rapprochement est important. La communauté joue son rôle avec une subvention très significative par logement à chaque fois. Et je rappelle que c'est le double de ce que font nos collègues sur le Grand Périgueux. C'est un effort important, mais que nous ne regrettons pas. C'est important devant la demande sans cesse croissante de ces logements, de ce type de logement, de tenir le rythme et d'avancer sur ce sujet. Je crois que si on fait les ratios, seule la commune de Creil fait mieux, puisqu'en proportion, c'est un petit peu plus pour la commune. Et c'est vrai que c'est un peu lourd pour les communes qui sont chargées de faire face à ces situations, soit par contrainte, soit par choix, pour faire avancer notre territoire. Christian, tu veux prendre la parole? Simplement, oui. Il y a un autre chiffre aussi que Fatia n'a pas cité, je ne sais pas si elle l'avait vu. 1er janvier 2022, c'est pareil, la comptabilisation des logements sociaux est de 2661 et non pas 2561, comme c'est indiqué. Et de plus, le pourcentage donc, est à 17,86 et non pas 17,19. Puis je voudrais aussi dire un petit mot par rapport à la tension. Et c'est vrai qu'on a quand même eu d'abord une satisfaction, c'est de dire qu'on revenait à 20% alors qu'on nous demandait 25%. Donc on revient maintenant à 20%, ce qui veut dire que la situation est moins tendue qu'elle ne l'était
dans la période précédente, et ce qui nous permet quand même aujourd'hui de penser que, dans les chiffres qu'a donné Fatia sur le nombre de logements à faire, on est dans une dynamique plus normale pour la ville de Bergerac. Je voulais au moins le préciser. Merci Christian. Y a-t-il d'autres interventions? D'autres questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va changer de sujet et parler des déplacements avec Jean-Claude sur la belle route voie verte. Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est bien sur la commune de Saint-Pierre-des-Hérault. La réalisation de la V91 nécessite des acquisitions foncières pour assurer le cheminement en site propre. Le 26 septembre 2022, le conseil communautaire ici même délibérait sur une acquisition de portions de parcelles dont le vendeur était M. Guy Feytou. Or, dans le même temps, M. Feytou vendait une partie de son terrain, ZM16, à M. Brahim El Omari. Cette vente modifiant la répartition foncière et les numéros du cadastre. Les acquisitions portent désormais sur les parcelles ZM 220 petit p et ZM 221 petit p, situées à Bas-Madurand. Le bornage a été réalisé depuis. L'acquisition de la portion des parcelles ZN 100 et ZN 224 fera l'objet d'une prochaine délibération après le passage du géomètre. L'acquisition proposée porte sur 472 m² extraits de la parcelle ZM 220 petit p appartenant à M. Guy Feytou, 1554 m² extraits de la parcelle ZM 221 petit p appartenant à M. Brahim El Omari. Comme pour les autres acquisitions de terrain de même caractéristiques précédemment, terrain N, le prix au mètre carré de 2,50 € est toujours proposé. Ces divisions de parcelles peuvent être acquises respectivement pour 1 180 € et 3 885 €. Vous êtes donc invités à décider de ces deux acquisitions, désigner l'étude notariale de la force pour rédiger les actes, autoriser le président à signer l'acte correspondant. Merci Jean-Claude. Pour faire part aussi de l'avancée de ce dossier au point de vue plus global, on a donc pu commencer à reprendre nos travaux avec le maître d'œuvre et les maires des communes concernées il y a quelques jours. Donc on a un tracé avec des hypothèses, des choix à faire maintenant, avec des variantes. Donc on continue à avancer. Je crois qu'il y a aussi cette stratégie qui nous a plutôt réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire d'acquérir des espaces fonciers qui nous permettent de réaliser des tronçons, qui permettent aussi de montrer la continuité. Et dans le cadre de procédures un petit peu plus désagréables, ça sert toujours, puisqu'en fait, quand vous êtes en amont et en aval, il faut bien passer quelque part pour faire la jonction. Et du coup, on est complètement là-dessus. Je veux saluer le travail de Jean-Claude, qui fait un travail remarquable de terrain en permanence. Et vraiment, merci Jean-Claude. Franchement, au nom de tous, je veux saluer cette implication que tu mets au service de la collectivité. Et on va, je pense, dans les mois qui viennent, avancer avec, on espère, quelques tracés sympas à concrétiser, on va dire, 2024. Je pense que c'est raisonnable de penser qu'on pourra faire quelques opérations significatives. Je tiens à remercier aussi Hélène H, qui est quand même une partie prenante du dossier à pratiquement 50%. Très bien, Jacques-Claude. Vous avez des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre ces acquisitions? Personne ne s'abstient. Je vous remercie. On va pouvoir continuer à avancer sur ce dossier. Le point suivant, il s'agit d'un bail amphithéotique entre la ville et la CAB sur le site de l'ESCAT. Et c'est Daniel Rabat qui présente ce dossier. Merci Président et bonsoir à tous. Alors on est sur le site de l'ESCAT, on est dans un bâtiment que vous connaissez probablement tous, c'est celui où il y a la légumerie centrale de la CAB. Et dans ce bâtiment, il va y avoir l'installation, comme cela a été prévu,
de la cuisine centrale de Bergerac. Voilà. Sauf que pour faire ça, il faut faire un bail amphithéotique. Un bail amphithéotique, c'est un bail d'une certaine durée, comme vous le voyez dans la délibération. Ce bail amphithéotique aura une durée de 50 ans. Le principe d'un bail amphithéotique, c'est qu'en principe, le montant de la mise à disposition, c'est-à-dire du loyer, est en principe minime. Au départ, il avait été envisagé 200 €. Or, en fait, après le passage du service des domaines, il sera de 1640 pour ce bail qui a la même durée de 50 ans. Corrélativement, sur ce bâtiment, comme sur d'autres, Triba a installé des panneaux photovoltaïques et il faut modifier un petit peu, mais ça, ce sont des opérations juridiques un peu complexes, ce qu'on appelle des divisions en volume, c'est-à-dire qu'il y aura un volume pour le toit, qui restera la cave occupée par Triba avec ses panneaux photovoltaïques. Il y aura un volume pour l'installation et l'aménagement de la cuisine centrale, il y aura un volume pour la légumerie qui restera à la cave. Voilà ce qui vous est demandé d'approuver dans cette délibération. Donc, approuver l'établissement d'un bail amphithéotique administratif entre la ville de Bergerac et la communauté d'Aglo pour la mise à disposition de cette partie de bâtiment à l'ESCAT, désigner l'office notarial du 34 boulevard Victor Hugo et autoriser aussi le président en corollaire de signer l'acte, c'est-à-dire l'avenant modificatif dont je vous parlais, qui concerne le toit, qui concerne la société Triba. Voilà la teneur de cette délibération. Merci Daniel. Y a-t-il des interventions? Pascal? Merci Président. Je voulais juste saluer cette concrétisation de longue date et j'espère que ça aura pour signification un renforcement de notre collaboration avec la légumerie. Bonsoir à tous. Merci mon cher Pascal. Effectivement, c'est le début d'une belle collaboration qui s'annonce, puisque nos services ont fait le point sur l'ensemble des fruits et légumes en acquisition à l'extérieur et de voir tout ce qui pourra passer par la légumerie. Je rappelle aussi que la cuisine centrale est en régie directe au niveau de la ville de Bergerac. Ce sont des agents de la ville de Bergerac qui y travaillent. Et on a une assistante technique dont l'appel d'offres est en cours encore pour une année de prestation. Et donc cette année de prestation sera justement l'année de développement de l'ensemble du partenariat entre la légumerie et la cuisine centrale. Donc on aura à travailler très rapidement ensemble, puisque le nouvel assistant technique devrait être désigné d'ici mi-juillet. Donc très rapidement, on va pouvoir se mettre autour de la table. Merci, messieurs. Évidemment, quelques mots sur la légumerie, hein, puisque c'est vrai qu'après de longs mois de réflexion, on va essayer de lancer un peu plus de manière proactive la démarche. On pensait le faire avec un certain nombre d'acteurs. Pour l'instant, c'est un peu trop hésitant et on ne va pas pouvoir continuer à tergiverser. Donc, on vous proposera un groupe de travail qui a déjà été lancé avec un certain nombre de communes pour préparer le terrain, si je peux m'exprimer ainsi, pour que cet outil qui a été créé à notre demande collectivement puisse nous servir et correspondre vraiment à nos attentes. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins qui font que, même avec la meilleure volonté du monde, on ne peut pas s'en saisir complètement. Donc, on va collectivement essayer de lever ces freins. C'est tout simplement la manière de commander, c'est les jours de livraison, c'est les volumes de livraison, c'est etc. Un certain nombre de freins qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se saisir, malgré une volonté clairement affichée de certains d'entre nous, se saisir complètement de l'outil. Donc on a décidé à partir de l'automne, et j'en profite aussi pour remercier le travail de Pascal qui met beaucoup d'énergie sur ce dossier. C'est important que quelqu'un puisse le suivre. Merci Pascal. Et on en reparlera à l'automne. On fera évidemment un temps assez soutenu sur le sujet pour qu'on puisse, à l'issue du travail qui est déjà engagé sur un petit groupe, le partager pour qu'on puisse essayer de se convaincre les uns les autres sur l'intérêt de cet outil. On n'a pas fait cette légumerie pour qu'elle ne tourne pas. Je crois qu'on est tous convaincus de l'intérêt de l'outil, du message d'attractivité qu'il peut créer et tout ce qui va bien autour. Et maintenant, il faut déverrouiller les choses qui nous empêchent de le faire fonctionner très, très concrètement. Voilà, chers collègues. Et puis, évidemment, on compte beaucoup sur la cuisine centrale, hein, qui est à quelques mètres, donc pour pouvoir insuffler aussi une certaine dynamique sur le sujet. Très heureux qu'on puisse
avoir trouvé un accord pour pouvoir faire avancer ce dossier important pour notre territoire. D'autres questions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre cette signature de bail emphytéotique? C'est la même chose qu'on a fait avec Cyrano, en fait. Hein. On a signé un bail emphytéotique avec les viticulteurs, avec une durée différente. Personne ne s'abstient. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dossier très important. Le point suivant, il s'agit, comme je vous le disais tout à l'heure, d'acquérir des terrains à vocation économique sur la zone des Sardines, sur la partie ouest de cette zone, vous savez, où va se concrétiser la caserne des pompiers. On avait déjà une grosse partie du foncier sur ce secteur, mais il y avait une enclave qui était créée par une propriété de la famille Vidotto. Donc on discute avec eux depuis longtemps et donc, comme je vous le disais, on a réussi, grâce au travail assidu et permanent de Philippe Perrin, obtenu un accord d'acquisition qui nous semble très raisonnable. C'est ce qu'on vous propose ce soir pour pouvoir justement créer vraiment une vraie unité foncière, ce qui nous permettra de bien réfléchir au plan d'aménagement de cette zone et de sa valorisation dans les années à venir. Donc, bon, vous voyez les superficies, un peu plus de 30 000 m², donc avec un montant de 336 457 €. Donc ça nous donnera vraiment une vraie unité foncière très significative sur ce secteur. Est-ce que vous avez des questions, des remarques ou quelque chose? Personne n'est contre? Personne ne s'abstient? Écoutez, merci beaucoup de ce vote. Dans la continuité, donc, il s'agit, comme on le disait tout à l'heure sur les présentations de Jean-Jacques, d'acquérir le terrain de M. Tremblay, qui est un petit peu à l'est de Décathlon et du magasin de carrelage. C'est un terrain qui est idéalement placé parce qu'en fait, il est très visible depuis la rocade, même si une partie de ce terrain est en zone humide. Vous voyez la partie qui redescend vers la petite cavaille qui est sur ce secteur. Donc il y a quand même une surface très importante qui est constructible. Donc vous avez les détails, 49 000 m². Donc évidemment, la surface restante est acquise à un prix moindre. Et ça vient renforcer aussi notre disponibilité foncière. Presque 10 ans qu'on travaille sur ce terrain, Jean-Claude. C'est un aboutissement aujourd'hui de le faire. Je crois que c'est très important pour la communauté de renforcer ces réserves foncières, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va continuer là pour le coup à pas acheter, mais à vendre. Jonathan. Merci Frédéric. Effectivement, c'est la vente d'un terrain à la SCI Vigier Immobilier. Benjamin Vigier, gérant de la société Carrosse Auto, rue Georges Clémenceau. On est dans le quartier de la Madeleine. Et il souhaite donc acquérir le lot numéro 13 sur une superficie de 4 663 m² environ. Il y a une particularité quand même, puisqu'il y a une contrainte qui est liée à la présence d'une ligne RTE qui traverse la parcelle qui est concernée. Et donc, on propose, évaluant les terrains à 20 €. Ici, ce prix s'entend de TVA marge non comprise. Il est proposé de désigner l'office notarial situé boulevard Victor Hugo à Bergerac pour rédiger l'acte de vente. Merci, Jonathan. Y a-t-il des questions? Personne n'est contre. Évidemment, on a adapté le prix à cette particularité de la présence de la ligne électrique qui ne permet pas une utilisation habituelle. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Adopté à l'unanimité. On poursuit avec demande de subvention de l'association La Traverse. Merci Frédéric. Effectivement, c'est un dossier un peu particulier puisque la ville de Bergerac avait fait l'acquisition à l'agglomération de son bâtiment derrière la gare, l'ancienne Périgourdine. Et dans ce cadre-là, on est, nous, ville de Bergerac, sur la réflexion d'aménagement sur le quartier de la gare et donc de ce bâtiment. Et on a souhaité mettre en œuvre de l'urbanisme transitoire. C'est comment occuper le bâtiment pendant le nombre d'années considéré ici. Ce sera donc 3 ans de mise à disposition au collectif La Traverse. Et pendant ces 3 années, la ville de Bergerac continue la réflexion
sur ce bâtiment où on souhaite faire un vrai lieu dédié à l'offre de formation et de culture de la ville de Bergerac. Et donc l'association La Traverse, pour laquelle la ville de Bergerac, en plus de l'acquisition immobilière, a financé à hauteur de 500 000 euros de travaux. On est sur des travaux qui sont durables, c'est-à-dire que même une fois le collectif parti des lieux dans 3 ans, on aura quand même ces travaux qui seront déjà réalisés, de mise en sécurité, d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ou encore sur l'ensemble des réseaux. Et il reste une partie à la charge de cette association La Traverse, parce qu'ils ont un projet sur la ville qui est axé sur l'emploi inclusif, avec des appels à projets, des entrepreneurs engagés, du développement d'une vie culturelle aussi, qui est axée sur la mixité socio-culturelle, organisation d'événements, concerts, fêtes, spectacles, et puis toute une partie sur le développement de différents programmes d'insertion facilitant l'accès à l'emploi. Et là aussi, il y a déjà un travail qui commence à être mené. Je sais qu'avec la mission locale, par exemple, on souhaite s'impliquer et s'intégrer au sein de La Traverse. Et donc la Traverse elle-même a à peu près 350 000 euros de travaux à réaliser, d'aménagement intérieur, des travaux qui seront également durables dans le temps. Et donc ces travaux, que vous voyez ici en dépenses d'assiette éligibles, avec des études, des réseaux, des aménagements des différents espaces, peuvent avoir comme subvention au niveau de notre agglomération 50 000 euros qui est proposé. Le département de la Dordogne finance également à travers son budget participatif à hauteur de 12 000 euros. La région Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre des tiers-lieux, vient à hauteur de 100 000 euros. Et l'Agence régionale de santé, l'ARS, vient également, puisqu'on est sur de la santé, on est sur de l'inclusion, et donc vient à hauteur de 200 000 euros. Et l'association La Traverse, elle, en autofinancement à hauteur de 87 000 euros. Ça vient essentiellement des dons et des cotisations qu'elle peut percevoir. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'accorder en tant que comité d'agglomération bergeracoise une subvention de 50 000 euros versée à l'association La Traverse, et puis d'autoriser le président à signer la convention fixant les conditions de versement de cette aide. Merci. Y a-t-il des interventions, des questions? Il n'y en a pas, c'est clair pour tout le monde. Écoutez, je vous propose de passer ce dossier au vote. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. On va poursuivre avec une attribution de subvention au trèfle gardonnais. Serge Pradier présente ce dossier. Oui, merci Président. Le 12 avril 2023, nous avions attribué les subventions aux diverses associations du territoire. La demande de subvention du trèfle gardonnais s'était quelque peu égarée et donc aujourd'hui, il est raisonnable de réexaminer cette subvention. L'activité du trèfle gardonnais est bien connue de tout le monde et donc je vous invite à verser une subvention de 500 euros à cette association. Merci Serge. Donc, voilà, c'est très exceptionnel, mais pour cet événement significatif, donc, proposition que vous avez faite de ne pas passer inaperçu sur cette manifestation. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va passer au portage SIC. Pardon. Il y a tellement de C que ça coince. Serge, tu gardes la parole. Donc, le SIC, c'est le contrat d'initiative culturelle concertée qui est porté par le département et qui fait l'objet chaque année d'une convention. Comme indiqué dans la note, le conseil départemental a voté les nouveaux dispositifs financiers des territoires et des associations en matière culturelle le 17 novembre 2022. Je rappelle le dispositif. La CAB perçoit le montant global de la subvention. Cette année, ce montant est de 45 200 euros. Et par la suite, la CAB reverse intégralement les subventions allouées par le département et réparties selon le tableau que vous avez eu en main, avec pour cette année un nombre assez important d'associations culturelles. Donc, je vous invite à autoriser le président à signer cette convention avec le département et à reverser ainsi aux associations les sommes qui ont été délibérées par le conseil départemental. Merci Serge. Bon, je veux quand même signaler l'effort du département. C'est un peu plus de 45 000 euros qui est ainsi alloué aux associations voilà, de manière annuelle, et donc c'est important de le rappeler. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va parler de l'accueil de loisirs sans hébergement. Serge, tu conserves la parole.
Oui, merci Président. Vous le savez, le rythme scolaire des écoles de Bergerac a été modifié et pour la rentrée prochaine avec un passage à la semaine à 4 jours. Et pour absorber les effectifs possiblement nouveaux, la CAB ouvrira un nouvel accueil de loisirs sans hébergement, un ALSH, sur le site du Château du Roc. Ce nouveau centre de loisirs accueillera une centaine d'enfants de 3 à 12 ans les mercredis. On espère qu'il permettra aussi de détendre un peu la situation qu'il y a sur les centres de loisirs, notamment à Cour de Pile, où il y a un sureffectif qui est annoncé pour la rentrée. Voilà, s'il n'y a pas de questions, vous êtes invité à approuver la création du centre de loisirs de Creys situé au Château du Roc. Merci Serge. On a déjà évoqué ce dossier plusieurs fois. On espère que ça sera suffisant. Voilà, j'espère que ça répondra à la fois un petit peu à la tension qu'il y a sur Cour de Pile et puis à un nouvel afflux probable d'enfants le mercredi matin. On aura les réponses en septembre. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. On va parler du projet éducatif du territoire 2023-2026, PEDT. Serge? Alors, pour faire suite à ce projet de création d'un nouveau centre de loisirs au Château du Roc, nous allons devoir adopter le projet éducatif de territoire. C'est un dispositif qui a été élaboré durant l'année 2022. Ce projet éducatif de territoire, ce PEDT, est un outil de collaboration locale dont l'objectif est de mobiliser toutes les ressources d'un territoire afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et les activités proposées aux enfants en dehors du temps scolaire. C'est un cadre qui permet à l'ensemble des acteurs éducatifs de coordonner leurs actions de manière à respecter au mieux les rythmes, les besoins et les aspirations de chaque enfant. En effet, la diversité des acteurs et des situations pédagogiques multiplie les possibilités pour les enfants de s'épanouir en acquérant différents savoirs, savoir-faire ou savoir-être. Il constitue un facteur d'attractivité du territoire et contribue au maintien et à l'installation des familles sur notre territoire. Il favorise le développement des loisirs pour tous et contribue au partage des valeurs communes et des valeurs communes. En outre, ce PEDT permet des assouplissements réglementaires et notamment le desserrement des taux d'encadrement, l'inclusion des intervenants ponctuels dans le calcul des taux d'encadrement et enfin, il donne droit pour la CAB à des aides majorées de la CAF. Voilà, vous avez eu le document qui est un petit peu lourd en annexe de cette réunion et vous êtes invité à approuver la création donc de ce PEDT. Merci Serge. Je veux saluer la qualité du travail qui est fait par les services parce qu'en fait, c'est la qualité de ce document qui fait que la CAF nous aide davantage. C'est bon pour les enfants parce que ce document témoigne de la qualité de ce qui est proposé pour les enfants, mais aussi est important pour les recettes de la collectivité. Donc c'est bon et c'est à saluer parce que c'est pas un travail aussi anodin que ça. Les personnels s'y emploient et sans relâche. Et c'est vrai que c'est un secteur qui marche extrêmement bien. Merci à elle et à eux pour la qualité de leur travail. Je vous propose maintenant d'adopter, de valider ce travail. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Projet éducatif dans les centres de loisirs. Oui, alors c'est la suite logique de la création du centre de loisirs à Creys. Il nous faut modifier ce projet éducatif, à savoir au titre 2, l'organisation et le fonctionnement. Il faut tout simplement rajouter le nouveau centre de loisirs de Creys, qui sera ajouté ainsi à la carte des ALSH. Je rappelle qu'il y a Toutifaux, Cour de Pile, Sigoulès, La Force et Prégorieux. Et au titre 2 de l'organisation et du fonctionnement, à l'article 2,
L'organigramme du service jeunesse est modifié. Vous en avez eu aussi la copie dans le document d'accompagnement. Donc, je vous invite à approuver ces modifications qui sont apportées au projet éducatif des centres de loisirs. Merci Serge. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Il s'agit maintenant de désigner les représentants au SMAEP. Pascal Eltec qui rapporte aussi. Oui, la délibération du 27 juillet 2020 à laquelle le Conseil communautaire a désigné par vote majoritaire 6 délégués titulaires et 6 suppléants pour représenter la CAB au sein du syndicat mixte des eaux de la Dordogne. La délibération du 14 décembre 2022 élargissant le périmètre du syndicat mixte d'adduction d'eau potable des Coteaux-Pourpres aux communes de La Force, Prigorieux, Bossé, Saint-Georges de Blancanet, Fraisse, Saint-Pierre-d'Ayrault et Gardonne, vu l'arrêté portant sur la modification des statuts du SMAEP des Coteaux-Pourpres et l'extension du périmètre donc, des communes suivantes, La Force, Prigorieux, Bossé, Saint-Georges, Fraisse, Saint-Pierre et Gardonne. Désormais, 2 communes de la CAB sont hors du syndicat, de Le Flé et Montfaucon. Dans ce cadre, il convient de réduire le nombre de représentants de la CAB à un délégué titulaire et un délégué suppléant qui siégeront au SMDE 24. Donc, il est proposé en titulaire Séverine Hiver et en suppléant Arnaud Delair. Et les membres du Conseil sont invités à désigner les délégués titulaires et suppléants pour représenter la CAB au SMDE 24. Merci Pascal. Y a-t-il des questions? Pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point 22, il s'agit d'approuver les nouveaux statuts du syndicat mixte des déchets de la Dordogne. Marjorie. Merci, Président. Par délibération en date du 23 mai 2023, le comité syndical du syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne a approuvé à l'unanimité la modification de ses statuts qui portent sur l'ajustement de son périmètre d'intervention. En effet, suite aux sollicitations de la commune des Aisies souhaitant le transfert total des compétences au SMD3 et de la commune de Colly quittant le périmètre du SMD3, il convient de mettre à jour l'article 1 des statuts portant sur la formation du syndicat mixte. Les membres du conseil communautaire sont invités à approuver la modification des statuts du SMD3 tels que présentés. Merci Marjorie. Une modification qui ne concerne pas notre territoire directement. Il y a des questions, il n'y en a pas. Est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Ce n'est pas tous les jours qu'on fait une adoption à l'unanimité sur le SMD3. Non, mais je plaisantais un petit peu, excusez-moi. On va passer au point numéro 23. Non, mais c'est après le vote, hein, c'est trop tard. Je ne cherche pas. Point 23. La convention pour la mise en œuvre d'une procédure de commande groupée pour les travaux d'assainissement collectif et d'eau potable. C'est M. Portolan qui présente ceci. Convention pour la mise... Bonsoir tout le monde. Convention pour la mise en œuvre d'une procédure de commande groupée pour des travaux d'assainissement collectif et d'eau potable au Flé. La communauté d'agglomération a programmé des travaux d'assainissement collectif au lieu-dit La Guénère, j'espère que je n'ai pas fait de faute, La Guénère, oui, sur la commune du Flé, avec la création d'un réseau de collecte des eaux usées. Parallèlement, le syndicat mixte d'alimentation en eau potable de la Dordogne, commission territoriale de Véline, a programmé le remplacement des canalisations d'adduction d'eau potable au lieu-dit La Guénère sur la commune du Flé. Le linéaire de tranchée commune est estimé à 1125 mètres. Conformément aux articles cités après du Code de la commande publique, il est pertinent de réaliser ces travaux dans le cadre d'une procédure de commande groupée, selon les termes stipulés dans la convention jointe à la présente délibération. Vous l'avez eu dans les documents qui vous étaient mis sur le site de convocation.
La CAB a été désignée comme coordinateur de la commande groupée et se charge de la passation du marché des travaux. Nous sommes donc invités à approuver la convention pour la mise en œuvre d'une procédure de commande groupée entre la CAB et le SMDE 24, Commission territoriale de veille, et autoriser le président à signer cette convention. Je vous remercie. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des questions, des interventions? Il n'y en a pas, c'est clair. Personne n'est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. Par les transports scolaires, et Thierry, tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Pourquoi cette délibération ce soir? C'est suite à une forte demande de transport scolaire, notamment sur Saint-Laurent, sur la rive gauche de Bergerac, Saint-Laurent et Le Tounet, qui a été demandée par de nombreux parents pour la rentrée de 2023, une modification de notre circuit de Lamonzie, Saint-Laurent et Bergerac, Mendebiran et Saint-Front. Donc, pour pouvoir répondre à la demande des parents d'élèves, notamment sur Saint-Laurent et Le Tounet, où il n'y a pas d'arrêt au Tounet, il fallait faire un départ de bonne heure de la Monzie-Saint-Martin. Au lieu de 7h10, il fallait faire un départ à 6h55, le bus, pour arriver à 7h50 sur Mendebiran. Donc, on a prévu de supprimer le départ de la Monzie, de transférer les élèves de la Monzie pour Mendebiran, Saint-Front et Hélène-Duc sur le train, qui est à proximité de la gare de la Monzie-Saint-Martin, et de faire l'origine de ce bus à Saint-Laurent-des-Vignes à 7h20 le matin, et qui desservirait donc le Tounet pour permettre aux enfants, aux jeunes, aux lycéens, de regagner Mendebiran vers 7h40 à Mendebiran et après Hélène-Duc. Donc, c'est pourquoi cette délibération, on vous propose ce soir, il fallait donc finaliser les conditions de délivrance de la nouvelle tarification scolaire, puisqu'il fallait passer une convention avec la région Nouvelle-Aquitaine, la SNCF, TER et la communauté d'agglo. Donc, à partir du 4 septembre, les élèves, un nombre de 30 élèves prendront le train le matin à la Monzie, arriveront à Bergerac, ils auront un deuxième transport pour les amener sur Mendebiran, qui est à distance de 1,6 km par rapport à la gare. Cela permettra, entre autres, de regarder sur l'ensemble des lignes, sur nos 38 lignes restantes, de regarder si on peut faire la même chose sur Gardonne l'année prochaine et sur Le Flé, Saint-Pierre-des-Hérault, afin de mettre, je pense, les bus, les transports scolaires sur des endroits, sur des territoires où il n'y a pas de ligne de chemin de fer. Cela permet aussi une économie pour la CAB. Là, déjà, rien que ce transfert fait une économie à peu près de 70 000 € pour la communauté d'agglomération. Donc, ce n'est pas négligeable. Voilà, les membres du conseil communautaire sont invités à approuver les dispositions prévues dans le projet à convention annexé et autorisent le président à signer cette convention. Merci Thierry. Je veux saluer le travail que tu fais, Thierry, pour essayer d'optimiser. On est vraiment dans l'ère multimodale, puisque c'est de trouver les meilleurs moyens de transport suivant les secteurs où on se trouve, et de travailler au maximum dans la complémentarité de ceux-ci. Donc ça, je crois que ça en est un parfait exemple. Et du coup, ça diminue aussi nos dépenses sur la collectivité. Et donc, c'est un exemple réussi. Il faudra que les trains soient à l'heure. Il faudra, oui. En faisant cela, vous comprenez que ça va me rajouter pas mal de difficultés. Un peu de pression. Voilà, exactement, un peu de pression. Mais avec la SNCF que j'ai eue ce matin, donc au niveau des dessertes, nous avons les dessertes le matin. Le soir, il y aura des dessertes de retour il y aura 3 dessertes de retour sur la Monzie-Saint-Martin. Mais surtout, quand il y aura des problématiques de suppression de trains au dernier moment suite à des grèves ou des pannes, il y aura un service de substitution qui sera mis en place au départ de Gardonne, la Monzie et Mendebiran. Voilà, tout est calculé de façon à ce que nos jeunes puissent avoir un transport le matin. Et aussi, au niveau de la CAB, s'il y a un retard inopiné au dernier moment, une panne à Sainte-Foy-la-Grande, par exemple, ou à Gardonne, le train ne peut pas aller sur la Monzie, bien sûr, nous, la CAB, on ira chercher les enfants pour les amener sur leur lieu scolaire. Voilà, c'est pour dire que sur Périgueux, le Grand Périgueux, j'ai travaillé avec le Grand Périgueux la semaine dernière, eux, ils travaillent sur toutes les lignes de bus, ils rabattent tout
sur la navette Mussidan-Niversac-Périgueux. Et donc, ils sont aussi en train de réduire la voilure des transports sur route et de privilégier le train et de mettre les transports là où il n'y a pas le ferroviaire. Voilà, je pense que c'est un juste consensus environnemental et économique qu'on peut faire avec le ferroviaire. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. Adopté à l'unanimité. Avant de parler un peu de Quai-Cyrano, vous dire vraiment le plaisir que j'ai à vous rappeler que les 24 points ont été votés à l'unanimité. C'est vrai que ça fait plaisir aussi. Non, mais c'est bien le Bergerac qui me l'a fait remarquer. Donc, je ne pouvais pas me priver de vous le dire. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes et aux services qui ont aussi permis ça, parce que c'est pas anodin. Les dossiers sont bien préparés, partagés avec le maximum d'entre nous. Voilà, merci beaucoup. Passer la parole à Pascal, peut-être, qui lui aussi fait un travail quotidien, pas quotidien, mais hebdomadaire en tout cas, au moins hebdomadaire sur Quai-Cyrano. Le sujet n'est pas si simple. Donc on va essayer de vous donner quelques informations. On y reviendra évidemment dans les mois prochains, parce que justement, commencer à vous informer sur les orientations que la SAM est en train de préparer, voilà, de manière à ce que vous soyez au courant en temps réel quasiment de ce qui s'y passe. Pascal, tu veux bien nous dire quelques mots? Merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, Quai-Cyrano, c'est un outil magnifique, mais c'est aussi un outil extrêmement complexe. Quai-Cyrano, sa situation à l'heure actuelle, elle est compliquée. Quai-Cyrano n'échappe pas à la morosité ambiante. Le contexte économique et social pèse sur son activité. Et aujourd'hui, les difficultés que nous avons déjà eues en 2022 en phase de démarrage se prolongent en 2023. Je vous donne quelques chiffres. Les recettes sont en baisse d'un peu plus de 30%, 33% exactement, sur les 6 premiers mois de l'année. Ça correspond à une baisse de la fréquentation de 28%. Hein, donc, la problématique ne concerne pas que Cyrano, elle concerne l'ensemble du territoire, et je pense le tourisme en France sur la première partie d'année. Nous espérons que juillet et août sera bien meilleur. Vous le voyez, une baisse des recettes de 33%, une baisse des fréquentations de 28%. Ça veut dire aussi que le panier moyen baisse. Voilà, nous avons à Quai-Cyrano les mêmes difficultés que n'importe quelle entreprise aujourd'hui en France. Alors, c'est difficile, c'est incertain pour les mois à venir. Alors, néanmoins, nous avons commencé à travailler avec les personnels pour améliorer un certain nombre de choses. D'abord, la signalétique. Elle va être beaucoup plus présente dans les semaines à venir. Nous avons travaillé avec la ville de Bergerac pour mettre à disposition des places de parking, des places de 15 minutes. Je remercie Bergerac pour sa participation. Nous avons continué à travailler. Alors, il y avait des premiers travaux qui avaient été faits, mais ils n'étaient pas achevés en termes d'accessibilité, notamment aux personnes à mobilité réduite. Et puis, on a élargi l'offre du bar avec des choix d'assiettes plus importants, des assiettes plus qualitatives. On est en train de travailler la carte des vins. On s'est essayé à faire des brunchs le dimanche matin. Enfin, vous voyez, on travaille justement pour mettre un frein à cette baisse des recettes. Et on espère dans les semaines et les mois à venir, avec une saison. Alors, on peut aussi penser que la saison sera meilleure que la première partie d'année. Peut-être parce que les touristes vont se concentrer sur cette période, les vacances, et peut-être en profiter un petit peu plus. Dernière chose, il y a des enjeux à venir pour Quai-Cyrano qui relèvent des investissements à moyen et long terme. Il y a des bornes interactives à remplacer. Il y a un outil informatique qui a maintenant 3, 4, 5 ans. Donc, il va y avoir des remplacements de matériel à réaliser. Il y a une cuisine sur la partie bar qui n'est pas adaptée à une fréquentation plus importante. Il y a
a une capacité d'accueil à augmenter également sur la partie bar, notamment la terrasse. Enfin, il y a des travaux à venir. Il y a une nouvelle billetterie à mettre en place qui aujourd'hui ne nous permet pas d'obtenir des recettes beaucoup plus importantes sur cette partie-là. Donc vous voyez, il y a des enjeux à venir et qui, évidemment, qui dit investissement, dit aussi des coûts supplémentaires. Alors, des nouveaux, on augmente l'offre, nous avons des besoins d'investissement, nous avons aussi travaillé sur l'ajustement des charges, donc avec la volonté de baisser les charges, notamment de personnel, qui reste la charge principale, mais je rappelle quand même qu'on est sur une activité de service public. Hein, pour l'essentiel, le tourisme est une activité de service public qui exige des personnels, de la présence, de l'accueil, des compétences. Alors néanmoins, compte tenu de l'évolution de la saison, nous avons travaillé à réduire les horaires d'ouverture, puisqu'on s'est rendu compte qu'en effet, il n'y avait aucune fréquentation à certains moments de la journée. Et on a eu moindre recours aux saisonniers que l'on a concentré sur la période juillet-août. Alors donc ça, pour vous donner un chiffre, ça représente, cette économie entre guillemets de saisonniers représente l'équivalent de 6 mois de salaire pour les finances de Kessirano. Tout cela nous amène à un dernier point qui est la structure juridique de la SEM. On a commencé à en parler en conseil d'administration le 26 juin. Nous sommes accompagnés par la Fédération des élus des entreprises publiques locales et notre réflexion nous amène à avoir un nouvel objectif qui sera beaucoup plus adapté à la situation, avec une recherche de souplesse supplémentaire dans la gestion et le financement de la structure. La structure SEM telle qu'elle existe aujourd'hui ne permet plus, hein, une fois que la DSP a été mise en place et que la CAB a apporté, donc je vous rappelle, c'était 220 000 euros, mais on n'a plus de possibilité d'apporter des liquidités supplémentaires. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à une structure beaucoup plus adaptée à une activité saisonnière incertaine dans un contexte qui est difficile. Cette nouvelle structure, alors le choix définitif n'est pas fait. Hein, ce soir, on vous en parle pour vous tenir informé. Le premier conseil d'administration s'est réuni. Il y aura une assemblée générale le 10 juillet. Il y aura un nouveau conseil d'administration fin août. Et puis une nouvelle assemblée générale fin septembre. Donc, vous voyez, il y a des étapes encore. Mais l'objectif est vraiment de permettre à la CAB d'assurer, concernant cette activité touristique, d'assurer pleinement sa mission de service public. L'objectif, c'est vraiment de conforter l'action de l'Office de tourisme et au final, de faire de Kessirano, qui, comme je vous le disais en entame, est un magnifique outil, c'est d'en faire définitivement le vaisseau amiral de l'attractivité territoriale. Voilà l'objectif de cette réflexion concernant l'évolution donc, de la structure SEM vers une autre structure plus adaptée. Merci Pascal. Oui, Pascal a bien résumé un petit peu les tenants et les aboutissants et les enjeux à venir. C'est clair qu'il va falloir repenser complètement le fonctionnement de Kessirano à partir de l'automne prochain, puisqu'on est sur une continuité de 2 exercices qui sont un petit peu décevants, hein, il faut quand même le dire. Alors, le contexte n'y est pas pour rien. Donc, on travaille d'ores et déjà à l'évolution de la structure juridique porteuse, hein, parce qu'aujourd'hui, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire avec la SEM. Donc ça se travaille en conseil d'administration et en assemblée générale le 21 août, je crois, la prochaine, et en septembre après. Donc évidemment, ça fera partie des sujets importants de la rentrée de septembre en conseil communautaire, pour présenter très clairement les
la méthode et tous les sujets correspondant à cette mutation. Pascal l'a rappelé, mais je veux vraiment insister là-dessus. Il s'agit d'une société qui porte une compétence pour la CAP, compétence tourisme, promotion touristique, etc. Et du coup, ces outils de promotion sont des outils qui n'ont pas de recettes en face. Et donc, évidemment, comme ils pèsent, on parlait de masse salariale tout à l'heure, pour pratiquement les 2/3 de la masse salariale de la structure, sans recettes, vous voyez bien que la société, elle avait aucune chance de s'équilibrer. C'est la raison pour laquelle on se fait aider de manière juridique pour trouver un outil, un véhicule plus adapté pour porter la démarche. Donc ça s'appelle une SPL, hein, donc c'est une structure qui n'a pas d'actionnaire privé, ce qui lui permet d'être plus agile et de porter plus facilement les aléas, qu'ils soient conjoncturels ou structurels par rapport à son fonctionnement. Donc on a vraiment souhaité vous alerter d'ores et déjà sur le sujet. Alors, vous alerter aussi pour vous dire que n'hésitez pas à aller consommer à Quai Cyrano, parce que malgré tout, c'est un superbe endroit, comme l'a rappelé Pascal. Et plus on ira faire du chiffre d'affaires avec Quai Cyrano, moins le sujet de la rentrée sera délicat. Je plaisante un peu, mais je crois que le président Marc Lecomte, qui est négociant en vin, nous disait qu'il se consomme un peu moins de 20% de vin sur le premier semestre que précédemment. Donc ça vient aussi ralourdir les difficultés, hein. Donc, parce que quand même, notre principale source de recettes, c'est la vente de vin, et je salue le partenariat qu'on a avec les viticulteurs du territoire. Mais quand on en vend 20% de moins, on a aussi des recettes qui sont entachées de cette baisse. Ça, c'est un sujet aussi à réfléchir. Donc on espère que malgré tout, les recettes de l'espace Cyrano demain, Pascal l'a rappelé à travers la billetterie, viendront apporter un élément dynamique à cette structure. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur Quai Cyrano. Je voulais vraiment vous tenir au courant parce qu'il y a eu 2 conseils d'administration au printemps et en juin le dernier. On va se revoir, je crois qu'il y en a un autre le 10 juillet. Donc on est vraiment à pied d'œuvre sur ce dossier. Si vous avez des questions, on peut essayer d'y répondre. Vous n'en avez pas pour ce soir. Pardon, Arnaud ? Oui, merci, Monsieur le Président. Non, moi, c'est juste une réflexion, mais je me dis, est-ce que pour le coup, Quai Cyrano ne souffre pas d'une pièce maîtresse dans l'attractivité qui est la cinécénie ? Je fais un amalgame et je me trompe, mais la scénographie. J'ai dit cinécénie. Pardon, la scénographie. Pardon, la cinécénie, c'est ailleurs. Oui, on l'attend avec impatience, mais bon, il faut être prudent. Ça va pas tout régler, incontestablement créer du trafic, mais attention, il faut aussi que la structure porteuse soit en capacité. En effet, on n'est pas pessimiste, hein, on est réaliste, on fait face à ces difficultés. C'est vrai qu'en 2024, on sera dans une situation différente. Merci d'apporter cet élément supplémentaire. D'autres interventions ? Avant de lever la séance, je voudrais rendre un petit hommage à notre représentante de la délégation, notre directrice, Claude, qui va nous quitter. Vous le savez, on en a déjà parlé un petit peu. Elle est encore là ce soir. Je veux la remercier d'être là. Ça fait 5 ans, malgré tout, qu'elle est parmi nous. Je sais qu'elle a fait un superbe travail, notamment dans l'exercice qui, pour moi, est particulièrement important, de la maîtrise des dépenses. Donc, on a beaucoup contraintes. C'est un exercice difficile pour elle d'avoir eu à travailler avec 4 présidents insaisissables, difficiles à réunir tous en même temps. Je crois que dans les administrations, ils ont des difficultés parce qu'ils ont un maire ou un président. Là, elle en avait 4. Donc la pauvre, c'était 4 fois plus dur qu'à l'accoutumée. Donc je veux te remercier, Anne-Claude, pour le travail que tu as fait. Te souhaiter bon vent. Tu retournes à l'État, je crois. Et si tu veux dire un mot, tu peux le faire. Sinon, on partagera un verre ensemble.
Voilà, merci beaucoup en tout cas. Je vous propose de lever cette séance. Arnaud insiste. Non, juste une info pour rappeler que dans une logique de valorisation des déplacements doux et entre autres du vélo, je sais que la ville de Bergerac pour la deuxième année, alors Alain Banquet ou les Bergeracois vont m'aider parce que moi j'ai pas fait allemand, mais dans le cadre de leur partenariat avec la ville de... Très bien. Voilà, moi ce qui est fait n'est plus à faire. L'idée c'est que Villancel, donc ils remettent un challenge Villancel. En gros, vous travaillez à Bergerac, vous habitez à Bergerac, ben, vous pouvez prendre votre vélo pendant la période du 3 au 24 septembre, me semble-t-il, et tous les kilomètres, il y a une application, sont comptabilisés. Bon, l'idée, c'est plutôt ludique, sympa, ça peut donner envie à certains de faire du vélo. Je crois que le vélo électrique est également autorisé. Après, c'est la deuxième année que Bergerac porte le projet. La mobilité douce, le schéma directeur vélo, c'est bien sûr Bergerac, mais ça ne sera pas que, puisque pour aller à Bergerac, il faudra bien ce qu'on appelle avoir des pénétrantes, et que l'idée peut-être que 2024, bien, la communauté aussi porte ce projet et qu'on puisse l'étendre au territoire de la CAB, et qu'après, ben, quiconque vit sur le territoire de la CAB pourra pédaler pour la CAB. Voilà. Merci Arnaud. J'ai deux prises de parole encore, Thierry et Georges. Oui, moi je vais vous parler, j'avais vu avec le vice-président en charge de la santé concernant une réunion qui s'est tenue à la Monzie-Saint-Martin le 13 juin dernier du comité de défense du service public et de santé et du médico-social du Bergeracois, qui est présidé par Luc Cadillon et co-présidé aussi avec Daniel Garrigue, sur la défense de la santé dans le Bergeracois. Cette réunion participait bien sûr des citoyens, des professions de santé et des élus. Il y avait notamment notre président des maires ruraux, Alain Castan, qui participait à cette réunion sur la Monzie-Saint-Martin. Était excusé le vice-président en charge de la santé, mais j'avais fait un retour dès le lendemain de cette séance. Bon, le but de ce collectif, c'est bien sûr défendre le service hospitalier du Bergeracois, de Sarlat, et on a rajouté aussi du pays Foyen, de Sainte-Foy-la-Grande, parce que l'un ne va pas sans l'autre. J'avais participé quelques jours avant aussi avec Madame le maire de Sainte-Foy à rencontrer l'ARS pour représenter aussi les élus du Bergeracois, et j'étais invité en tant que maire de la Monzie-Saint-Martin. Donc c'est vrai, on avait rencontré l'ARS pour parler de la problématique de Sainte-Foy-la-Grande, notamment de la fermeture des urgences de nuit, et avec la problématique de cet été. Effectivement, Sainte-Foy compte beaucoup pour la vallée de la Dordogne, il ne faut pas l'ignorer. Et l'hôpital de Bergerac ainsi que Sarlat. Et Sarlat, effectivement, après de longues luttes, ils ont sauvegardé les urgences la nuit. Et donc, nous aussi, à Bergerac, c'est régulé, mais il va falloir veiller à ce qu'on défende aussi l'hôpital de Bergerac et sa maternité. Donc, c'est vrai qu'il y a une motion qui vous sera présentée en septembre. On en a parlé avec le président aujourd'hui. Et une motion qui sera envoyée donc à toutes les municipalités de la communauté d'agglo et en dehors de la communauté d'agglo. Je pense que plus il y aura de motions pour sauvegarder et d'attirer l'attention du ministère de la Santé sur notre territoire, ce n'est pas un coup de gueule ni un coup de force, mais de mobilisation. Le maire de Bergerac avait dit qu'il faudrait un jour aller devant l'hôpital avec nos écharpes. C'est très bien, donc je pense que c'est un début. Je pense que le 11 juillet prochain, ce collectif vous invite toutes et tous, à venir à Périgueux, à l'ARS, pour ensuite aller rencontrer le préfet, pour lui porter toutes ces doléances et cette problématique de santé dans notre territoire. C'est un sujet qui touche tout le monde, il ne touche pas que les élus, il touche nos citoyens, et je pense que nous devons bien sûr être attentifs à avoir un service de santé de qualité sur notre territoire, car si on ne fait rien, vous le dites souvent, si on ne se bat pas, on a déjà perdu. Donc voilà, donc je vous invite le mardi 11 juillet à 15h à l'ARS de Périgueux, avec vos écharpes, à venir soutenir ce collectif pour rencontrer le directeur départemental de l'ARS et ensuite aller rencontrer le préfet pour simplement poser les questions et
et surtout de dire qu'il faut des moyens pour sauvegarder nos urgences et garder nos hôpitaux qui puissent travailler en bonne intelligence. Voilà, peut-être que Olivier peut rajouter des choses. Bon, voilà. La santé, c'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. Je me permets de rentrer dans cette mêlée, mais je pense que ça concerne tout le monde. Voilà. Merci, Président. Merci Thierry. Bien évidemment, on y reviendra à l'automne pour discuter du projet de motion qui nous sera proposé. Georges, tu voulais... Oui, alors c'était quelque chose, une réflexion beaucoup plus légère. On a entériné tout à l'heure la candidature de Arnaud Delair pour le syndicat mixte de l'eau. On a donc mis Delair dans l'eau. Je voulais savoir si en cas de désistement, Monsieur Lefeu était éventuellement vivement recommandé. Voilà, bonne soirée. Georges, elle nous aurait manqué si tu l'avais pas fait. On va finir la soirée. Merci en tout cas à toutes et à tous et bonnes vacances. Je suppose que la plupart d'entre vous partiront un peu cet été.